Bonsoir Christelle. Fort Tom. Nous sommes arrivés au site numéro 64. Nous sommes le 11 novembre, qui, comme tout le monde le sait, est une date importante dans l'histoire de l'Europe. De l'Europe. L'armistice de 1918, qui malheureusement n'est pas prévu pour le Donbass, ce genre de choses. Malheureusement, la situation est toujours aussi critique. Et on a même des comportements totalement invraisemblables, cyniques, extrêmement inquiétants et dangereux. Mais aussi, on va commencer d'ailleurs par ça, un bilan humain, des bombardements, destruction de maisons qui fait partie. Ouais, qui est assez lourd, Voilà. puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 263 reprises, donc un petit peu moins que la semaine dernière, mais pas beaucoup. Au cours desquels, par contre, 2154 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés. Donc, je rappelle, artillerie, mortier, chars d'assaut et roquettes de lance-roquettes multiples cette semaine. Soit beaucoup plus que la semaine passée. On était à 1700 et quelques la semaine passée, si je ne dis pas de bêtises. Il faut y rajouter 57 violations du cessez-le-feu durant les dernières 24 heures, pendant lesquelles 1265 munitions de tout calibre ont été tirées d'après le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, dont des obus d'artillerie de 122 et 152 mm. Les bombardements de la semaine ont touché 24 localités de la République. Suite à ces bombardements, un civil est mort, un enfant. J'en parlerai un petit peu plus tard. 5 civils ont été blessés, donc le bilan est beaucoup plus lourd que la semaine passée. Le bilan fait aussi état d'un soldat de la RPD tué et 2 blessés cette semaine. Et il faut y rajouter un civil qui a été blessé hier soir à Alexandrovka lors de nouveaux bombardements de l'armée ukrainienne. En termes de destruction, le bilan est de 16 habitations endommagées lors de ces bombardements, dont 13 rien que dans le district de Kievski. Là aussi, je vais y revenir un peu plus tard. Et les autres à Trudovski, Zaitsevo et Krutaya Balka. Et c'est pas près de s'arranger, vu que les services de renseignement de la RPD ont détecté les pièces d'équipement suivant près de la ligne de front côté ukrainien. 12 canons automoteurs Akatia de 152 mm, 7 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 14 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm et 14 mortiers de 120 mm. Des chiffres qui sont confirmés par les données de l'OSCE, qui a détecté l'absence de 112 pièces d'équipement ukrainien des zones de stockage où elles devraient se trouver, dont entre autres 38 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 3 canons anti-chars D48 de 85 mm, 23 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 15 obusiers tractés Jetsin B de 152 mm, 6 obusiers tractés D30 de 122 mm et 27 mortiers de 120 mm. C'est un peu mieux que la semaine dernière, mais enfin c'est quand même toujours trop, surtout du matériel très très lourd. Et puis dangereux, extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, comme on a pu le voir dimanche 5 novembre au soir, puisque ce soir-là, l'armée ukrainienne s'est déchaînée contre le territoire de la République populaire de Donetsk. Du 5 au 6 novembre, l'armée ukrainienne a tiré en tout 2126 projectiles, dont 450 roquettes de grade, 44 obus d'artillerie de 152 mm, 25 obus de 122 mm, 8 obus de chars d'assaut, 202 obus de mortier de 120 mm et 181 obus de mortier de 82 mm, donc en 24 heures. Voilà. Donc les tirs ont commencé le 5 novembre dès 16h40, à coup de lance-roquettes multiples grades sur l'aéroport de Donetsk et la zone de Yakolevka, donc qui est un petit village qui est entre Donetsk et Yassinovataya, avant de se poursuivre sur Spartak, Jabitchevo, Vesoloye et le district de Kievski au nord de Donetsk. Entre autres des obus de mortier de 82 et 120 mm et des obus de chars d'assaut ainsi que des pièces d'artillerie de 152 mm ont été utilisés contre le nord de Donetsk et le village de Spartak. Côté zone occupée par l'armée ukrainienne, des habitants d'Avdiivka ont rapporté avoir vu 6 pièces d'artillerie automotrice tirées sur le territoire de la RPD. Après je me suis rendu le lendemain dans le district de Kievski. Quand on regarde les trous laissés par les obus tombés là-bas, l'origine des tirs nord-nord-ouest est bien visible, il n'y a pas de problème, ça vient bien de la zone d'Avdiivka.
Ensuite, à 18h50, 6 tirs de mortier de 120 mm venant des positions des forces armées ukrainiennes à Avdiivka ont été détectés par le CCCC contre le district de Kievski à Donetsk. Venant de la même direction, 18 tirs d'artillerie de 152 mm ont touché les environs de la localité de Spartak et 6 obus ont touché la zone du marché de Mayak, donc dans le nord du centre-ville de Donetsk. Puis de 19h30 à 20h20, c'est le réservoir d'eau et la station d'épuration près de Yassino-Vataya qui ont été pris pour cible par l'armée ukrainienne, obligeant de nouveau le personnel à aller se réfugier dans les abris. Environ 20 roquettes de grade sont tombées à moins de 200 mètres du stock de chlore de la station d'épuration, où se trouvent environ 257 tonnes de substances toxiques. Bon, heureusement, il n'y en a aucun qui a touché le stock et ça n'a pas déclenché d'incendie. On a eu de la chance, parce que sans ça, je te raconte pas le désastre. Oui, c'est le stock de produits chimiques qui permet de stériliser l'eau pour éviter... De purifier l'eau, voilà. Donc le chlore, s'il est vaporisé, c'est extrêmement toxique. Ça endommage, entre autres, les poumons très sérieusement et ça peut tuer. Absolument. C'est très dangereux. Ces tirs-là viendraient, semble-t-il, de la localité de Kamenka et pas d'Avdiivka. Tous ces bombardements ont blessé un civil dans le district de Kievski, Monsieur Dmitrov. L'homme a été blessé à l'œil par des éclats de verre, parce que les obus qui ont touché le district de Kievski ont endommagé 13 bâtiments, je le rappelle. Donc ça a fait sauter toutes les vitres dans je ne sais pas combien d'appartements. C'est énorme. Donc forcément ça vole dans tous les sens. Donc si malheureusement vous êtes près des vitres à ce moment-là, ça peut vous faire de sacrées blessures. Et une maison a totalement brûlé à Yakovlevka. Lors de la même soirée, c'est là qu'est mort en fait l'enfant dont je parlais dans le bilan humain un peu avant. Donc lui, il est mort dans le district de Petrovski, toujours à Donetsk. En fait, ils étaient trois gamins de 10 ans. Qui jouaient dans le stade de l'école numéro 110 et ils ont trouvé un objet qu'ils n'ont pas identifié et ils ont rien trouvé de mieux que de jeter une brique dessus. Et en fait, l'objet non identifié, c'était un obus non explosé. Et donc, la brique, quand elle a touché, bien entendu, ça a provoqué la détonation de l'obus, qui a tué donc le garçon qui était le plus proche sur le coup et a blessé grièvement ses 2 camarades qui ont été envoyés à l'hôpital, au centre traumatologique de Donetsk, dans un état grave. Bon, il semble que leurs jours ne sont plus en danger, mais ils ont été quand même sérieusement blessés. Ouais. Le petit gosse qui a été tué devait fêter son anniversaire demain, je crois. Ouais, il devait fêter ses 10 ans demain. Ouais. Donc, ça, c'est assez moche. C'est d'autant plus moche qu'il y a des cours, des posters qui sont mis dans les écoles pour bien dire aux enfants de ne pas toucher aux mines, aux obus non explosés, etc. Mais bon. Visiblement, il fallait détailler le fait de quand pas toucher, ça voulait dire aussi ne rien lancer dessus ou c'est peut-être ça. Parce que s'ils ont lancé une pierre, c'est qu'ils ont bien effectivement évité d'y toucher. Mais il n'aurait pas fallu qu'ils lancent quelque chose dessus, tout simplement. D'après ce qu'il semble, ils n'ont pas du tout identifié que c'était un obus. En plus, ouais. Donc bon, je crois qu'il faut revoir ces cours-là pour les enfants, parce que là, c'est quand même moche, quoi. En même temps, ils peuvent sauter sur une mine. Ils peuvent sauter sur une mine, ils peuvent... Bon, normalement, les zones qui sont minées de notre côté sont indiquées. Il y a des panneaux qui les indiquent très très clairement. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut très bien, parce que ça s'est déjà produit, avoir l'intervention d'un groupuscule commando de diversion, comme on en a déjà vu, qui avait mis des mines sur des routes à Makeyevka, entre autres. On a eu un camion citerne qui avait sauté comme ça il y a quelques mois en arrière. Mais bon, c'est vrai que là, faut vraiment revoir ça, parce que c'est extrêmement dangereux. Le district de Petrovski et en fait la zone de Trudovski est très souvent prise pour cible par l'armée ukrainienne. Il y a beaucoup d'obus non explosés. Donc il faut absolument éviter que d'autres enfants se retrouvent victimes de ces obus non explosés. C'est extrêmement important. Bien sûr, l'armée ukrainienne a essayé de justifier ces tirs sur le district de Kievski en accusant la RPD d'avoir tiré à coups de grade sur Pitnoye où un entrepôt de munitions avait explosé juste avant.
Sauf que même les officiers ukrainiens du CCCC ont dû admettre que c'était en fait dû à un problème interne de manquement aux règles de sécurité comme d'habitude et pas à un bombardement. Bon, le message en question est resté seulement 12 heures sur la page du service de presse de l'opération antiterroriste. Oui. Bien entendu. Cette fois-ci, la réponse de l'armée de la RPD a été médiatisée. Ça, c'est une première quand même. Ouais. D'habitude, on ne médiatise pas le fait qu'on répond à ce genre de tir extrêmement meurtrier. Parce que voilà, la RPD respecte les accords de Minsk et tient à continuer de les respecter. Mais cette fois, donc, c'est même Zakharchenko lui-même qui a annoncé que l'armée de la RPD a tiré en retour pour détruire 2 batteries d'artillerie et 3 bunkers, dont l'un était un poste de commandement qui servait à ajuster les tirs qui visaient justement Donetsk. Donc là, on voit bien que l'impatience des autorités de la RPD atteint les limites. Là, oui, à force, oui. Ouais. Cette réponse fut extrêmement ciblée pour ne frapper que des installations militaires. Au contraire, des soldats de l'armée ukrainienne qui admettent publiquement à la télévision militaire ukrainienne qu'ils ne savent pas sur quoi ils tirent. Bien sûr. Voilà. Ils le disent eux-mêmes. J'encourage les gens à aller regarder l'article que j'ai écrit là-dessus. C'est très choquant. Franchement, moi, ça me choque que les mecs disent honnêtement, nous ne savons pas sur quelle cible nous tirons. Rien que ça, ils devraient s'abstenir de tirer, justement. Ouais, mais c'est très grave, franchement. C'est vraiment n'importe quoi. D'après les unités de reconnaissance des RPD, en plus, l'état moral et psychologique des forces armées ukrainiennes et de la garde nationale continue de se dégrader. Rien qu'en octobre 2017, le nombre de suicides, de désertions et d'abandons de poste a augmenté de 30 à 45% par rapport à septembre, donc en un mois de temps. Ainsi pour le mois d'octobre et uniquement sur base des données qui sont confirmées par les unités de reconnaissance. Donc c'est même pas sur des données basées sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Donc pour le mois d'octobre, les forces armées ukrainiennes auraient eu 18 suicides, 68 abandons de poste et 201 désertions. Voilà. Donc il faut y rajouter à cela que les commandants d'unités, bien sûr, rapportent ces faits très tardivement ou pas du tout. Oui. Donc en clair, le quartier général ukrainien n'a aucune image claire de la véritable situation dans les forces armées ukrainiennes. Donc des fois, ça doit être comme Hitler, dans son bunker, tu sais, dans la fameuse vidéo qui a été pastichée je sais pas combien de fois, où il croit qu'il a encore des armées qu'il peut déplacer là pour essayer de contrer l'armée rouge. Et les autres disent, mais elle n'existe plus cette armée, quoi. Elle disparaît plus. Là, c'est un peu ça. Mais donc au total, en octobre, le nombre de pertes hors combat irrémédiables dans la zone de l'OAT se monte à 85 soldats, dont 21% de suicides et 75% morts en état d'ébriété. Et ça risque pas de s'arranger. Non, je pense que c'est pas parti pour s'arranger. Si on regarde la situation politique, les accords de Minsk, bon, ça fait un petit moment que nos auditeurs nous entendent dire que de la part de l'RPD, de l'RPL et de la Russie, que les négociations à Minsk sont complètement bloquées, qu'on est complètement dans l'impasse. La nouveauté, c'est que ce triste constat vient aussi d'être fait par le secrétaire général de l'OSCE, Thomas Greminger, qui a fait cette déclaration à Varsovie lors d'un forum sur la sécurité qui ont eu lieu les 8 et 9 novembre. D'après lui, les efforts du groupe de contact pour résoudre la situation dans le Donbass ne mènent nulle part et le risque d'une reprise à grande échelle des hostilités est toujours très élevé. Pour lui, le groupe de contact essaye de se mettre d'accord sur la mise en œuvre des accords de Minsk, mais faute de signal politique fort, aussi bien de la part des pays du format Normandie, des négociateurs et des observateurs de l'OSCE, pour lui la marge de manœuvre est très limitée. Il a aussi attiré l'attention sur les discussions qui ont eu lieu récemment sur cette histoire de casque bleu, de mission de casque bleu dans le Donbass. Mais bon, pour lui, ça a l'air de servir surtout pour détourner l'attention du sujet principal de ce groupe de contact, à savoir la mise en œuvre des accords de Minsk. Or, on voit que c'est exactement ce qui se passe avec ce projet de résolution sur l'envoi de casque bleu dans le Donbass. Là, il y a eu une déclaration récente que les les États-Unis, Kiev, le Canada et je sais plus qui encore, ils sont en train de travailler sur un projet de résolution de 20 000 casques bleus qui viendraient principalement des forces de l'OTAN à déployer dans tout le Donbass. Bon, je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent un peu pour ce truc-là en disant oui, mais bon, même si la Russie a le droit de veto, la Russie a le droit de veto, point. Donc, il n'y a
pas à discuter et la Russie mettra son veto à cette bêtise. La Russie l'a très clairement dit, ils ne laisseront pas faire un scénario à la Srebrenica à ses frontières. Donc ça ne passera pas. La proposition russe ne passera pas non plus. Donc ça va juste servir à faire le buzz pendant quelques semaines. Mais ça ne mènera à rien. Quitte à faire passer la Russie comme un, comment je dirais, la méchante de l'histoire, comme d'habitude, mais ça me fait rire, parce qu'en fait, la façon dont Kiev veut les utiliser, c'est une force d'invasion, en réalité, puisqu'ils veulent les envoyer jusqu'à la frontière avec la Russie. Or, c'est non conforme aux accords de Minsk, puisque le retour de la souveraineté, du contrôle des frontières à l'Ukraine est le dernier point des accords de Minsk. C'est le point qui doit être mis en œuvre une fois que tout le reste, c'est-à-dire les aspects de sécurité, donc cesser le feu, retrait des armes lourdes du front, zone de désengagement, et puis tout le volet politique, donc changement de la constitution ukrainienne pour accorder l'autonomie, etc. Il faut que tout soit mis en œuvre, que les élections aient lieu, et seulement après, l'Ukraine récupère la souveraineté sur la frontière. Donc, le fait de vouloir envoyer ces casques bleus directement à la frontière, non, ça contredit complètement les accords de Minsk. Donc, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et la Russie sait très bien que le but, ça serait de verrouiller la frontière pour ensuite pouvoir faire une épuration ethnique. Elle ne laissera pas faire. Donc, la Russie va poser son veto. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on discute des trucs des casques bleus, on discute pas des accords de Minsk et de leur mise en œuvre. C'est clair. Donc c'est comme ça qu'on bloque totalement un processus. D'ailleurs, Greminger a souligné le manque de progrès en termes de cessez-le-feu, etc. Sur la ligne de contact. Il a d'ailleurs confirmé ce que la RPD et la RPL disent depuis très longtemps, à savoir qu'après chaque nouvelle trêve, le régime de cessez-le-feu ne tient que pour un très court laps de temps, puis les bombardements s'intensifient de nouveau. Il a aussi souligné le fait qu'il y avait beaucoup d'armes lourdes sur la ligne de contact et donc un grand risque de reprise à grande échelle des hostilités, qui rejoint cette prédiction similaire d'Alexander Hoog, que j'avais cité la semaine dernière ou il y a 15 jours, qui disait que le conflit est toujours un conflit qui court. Il disait qu'on ne sait pas actuellement à quel stade du conflit on en est, et donc si ça risque pas de redémarrer demain. Voilà. Hoog qui avait d'ailleurs dit que nous ne pouvons pas ignorer les faits et espérer que la situation restera la même. L'augmentation progressive du nombre de violations couplée à la présence d'armes prohibées et le déploiement rapproché des forces et des installations sont une sonnette d'alarme dont nous devons sérieusement tenir compte. Donc là, l'OSCE, par deux voies différentes, commence à tirer cette sonnette d'alarme pour dire là, faut faire quelque chose parce que les négociations sont dans l'impasse et le cessez-le-feu, il est sur le point de craquer. C'est notable quand même, parce que l'OSCE n'a pas depuis plusieurs années pas vraiment un passif pour Donbass. Donc là, le fait qu'ils soient en train de tirer la sonnette d'alarme, c'est un très très mauvais signal, parce que ça veut dire que là, même eux se rendent bien compte que c'est extrêmement, de plus en plus des hostilités à grande échelle et très dangereuses, et pas seulement pour l'Ukraine. Mais bon, il semble qu'à part la Russie, personne ne soit à l'écoute de ce que dit aussi bien Alexander Hoog que le secrétaire général quand même de l'OSCE. Donc là, c'est quand même inquiétant. On a l'impression d'être face à une assemblée de sourds. Donc, ça, c'est pas très bon. Surtout si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, parce que depuis le Maïdan, plus ça va, on se dit que l'Ukraine, ça se transforme, enfin surtout les autorités de Kiev, on a l'impression qu'elles sont tout droit sorties de l'asile psychiatrique. Quand on voit la fameuse loi de réintégration du Donbass, ça fait pas vraiment exception. Avec cette loi, on pense avoir touché le fond en termes de bêtises, de conneries politiques. Mais en fait, certains députés ukrainiens ont prouvé qu'en ce domaine, l'Ukraine a de la marge et continue de creuser. Ils vont finir par trouver du pétrole. Puisque on avait parlé de ce deuxième vote, cette deuxième lecture de la loi qui était prévue pour début novembre. Mais en fait, avec environ 2000 amendements déposés après la première lecture, ils ont dû repousser un petit peu la deuxième, le temps d'étudier tout ça, et puis de glisser 2-3 des amendements les plus choquants dans la presse. D'après des informations publiées par la chaîne 112, qui appartient à ce cher Igor Kolomoïski, des députés du parti Ukrop, qui est un parti nationaliste, ont ajouté un amendement demandant aux autorités ukrainiennes de rompre leurs relations diplomatiques avec la Russie d'ici 3 mois.
Bon, Poroshenko a tout de suite pris ses distances avec cette proposition ultra radicale, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que Poroshenko fait aussi des affaires en Russie, qu'il a des usines en Russie. Et puis plusieurs voix se sont fait entendre, hein, pour rappeler que le Parlement ukrainien ne pouvait pas prendre une telle décision dans un simple amendement. Hein, ça a été le cas entre autres d'Irina Lutsenko, la fameuse représentante de Poroshenko à la Rada, hein, qui a dit que pour elle, la question la rupture des relations diplomatiques devait être réglée par une loi séparée et pas par un simple amendement pour permettre à quelques forces patriotiques de faire leur autopromotion. Hein, parce qu'elle a expliqué que il faut définir une procédure claire sur le travail des administrations, l'ouverture et la fermeture de la frontière et beaucoup de problèmes de procédure à régler. Donc elle dit c'est pas le sujet de la loi sur la déoccupation du Donbass. Donc elle a dit si vraiment vous pensez que ça devrait être fait, faites une loi à part et puis soumettez-la à la Rada. Eh bien. Donc, comme on le voit, comme lors de la première lecture, cette loi continue d'attiser les tensions parmi les politiques ukrainiens, avec le risque que, comme lors du premier vote, les forces les plus radicales imposent leur vue à coups de violence, de blocus du Parlement, de bastons, comme on a l'habitude maintenant à la Rada. Cette nouvelle lubie de Kiev a bien sûr fait réagir la Russie, hein, qui s'est exprimée à travers plusieurs représentants, entre autres pour souligner le côté délirant et suicidaire d'une telle mesure. Bah oui. On a l'habitude avec Kiev, hein, il peut certains se tirer des balles dans le pied. Entre autres Peskov, hein, le porte-parole de Vladimir Poutine, qui a rappelé que si une telle décision est prise, cela compliquera la situation et surtout va nuire aux intérêts des habitants tant ukrainiens que russes. Il semble que cet amendement contiendrait aussi une mention ordonnant la saisie des biens russes en Ukraine. Donc là, c'est quelque chose qui a fait réagir le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Grigory Karasin, qui a dit que si la rupture des relations diplomatiques est votée, alors ce serait un nouvel opus dans la série de décisions relevant de la folie politique et de l'irresponsabilité de la part de l'Ukraine. Karasin a été très acerbe, hein, avec les politiques ukrainiens en disant, je cite, ces gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'est la réalité et à réaliser qu'ils pourraient en premier lieu causer du tort à des millions de leurs propres citoyens, puisqu'il faut rappeler que des millions d'Ukrainiens vivent et travaillent en Russie. Donc on imagine la rupture des relations diplomatiques, le bordel que ça va être pour les gens qui sont dans cette situation-là. Ce qui est une preuve supplémentaire que ces gens-là se moquent totalement des intérêts de la population. De la population, complètement. Voilà. C'est un point de vue d'ailleurs qui a été partagé par Maria Zakharova, donc la porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe, qui a elle aussi souligné que Kiev ne pense pas aux conséquences qu'une telle décision aura pour les millions d'Ukrainiens qui travaillent en Russie. Elle a aussi rappelé que c'est pas un nouveau problème, hein, que c'est un vieux serpent de mer, hein, qui revient régulièrement en Ukraine. Pour elle, c'est une manière de distraire en fait l'attention du public des problèmes internes qui sont croissants. Mais la Russie va continuer, bien entendu, de surveiller, hein, ce qui se passe en Ukraine. Et Maria Zakharova a conclu en disant « Nous espérons que le bon sens prévaudra, mais cet espoir s'évanouit. » Bon, très optimiste, Maria Zakharova. Bon, pour ma part, ça fait très longtemps, hein, que tout espoir de voir les autorités ukrainiennes retrouver leur bon sens s'est envolé pour ne jamais revenir, hein, parce que bon, quand tu vois les conneries qu'ils font, je veux dire, je vois pas comment le bon sens pourrait revenir là-dedans. Et de toute façon, si cet amendement passe à la trappe, ce sera que partie remise, hein, comme a dit Maria Zakharova. C'est un vieux serpent de mer, ça va revenir. C'est la version ça va être ramené par les forces les plus ultranationalistes du pays jusqu'au jour où elles arriveront à l'imposer à Poroshenko, comme elles l'ont fait avec le blocus total du Donbass. C'est la version du Titanic en ralenti, hein. Ouais, on regarde le film Titanic en vitesse 0,5, quoi, tu vois. C'est bon. Mais bon, malgré ça, à l'horloge de l'autodestruction de l'Ukraine, Kiev se rapproche de plus en plus dangereusement de minuit et personne ne semble capable d'enrayer ce suicide collectif. Et moi, je trouve ça c'est terrifiant en fait. Les évidences sont là, les preuves sont là, on voit le pays en train de s'autodétruire et il n'y a personne qui fait rien pour arrêter ça. Ça que je comprends pas trop. Et au rayon délire, ce cher Alexandre Tourchinov n'est pas en reste. Alors, si tu me permets, avant que tu entames la suite de ton rapport, il faut rappeler que ce type-là a été chef de l'État
Il a par été intérim. président par intérim de l'Ukraine. Hein, donc après le coup d'État du Maïdan, c'est lui qui a été placé à la tête de l'État en attendant les élections qui ont porté Petro Poroshenko au pouvoir. Hein, donc c'est lui c'est Turchinov qui a déclenché la guerre dans le Donbass. Hein. Voilà. Il faut quand même, voilà. Son petit surnom, c'est le pasteur sanglant. Voilà. Il fallait quand même parler de ça avant que tu entames. Voilà. Pour que les gens se replacent bien dans le contexte. Donc, ce charmant monsieur hein, qui a déjà un lourd passif en termes de déclarations sanguinaires, dictatoriales, etc. Belliqueuse. Là, il vient de nous en rajouter une. Bon, donc maintenant, il n'est plus président de l'Ukraine, mais il est chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine. Et donc, ce charmant monsieur hein, a estimé qu'il faut abattre les Ukrainiens qui coopèrent avec la Russie. Eh bien. Donc, je vais citer ce monsieur. Hein, donc, c'est une déclaration qu'il a fait à la télé ukrainienne. Hein. Je le sors pas de ma tête. Hein, voilà. Donc, il a balancé, je cite, « Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui coopèrent avec l'agresseur devraient être emprisonnés. C'est ma position. Quiconque aide l'agresseur devrait y aller. S'il y a au moins un indice qu'il existe une coopération qui renforce la capacité de défense de la Fédération de Russie, je suis désolé, nous allons arrêter et abattre cette personne. Il n'y a pas d'autres options. » Ouais, bien sûr. Voilà. Voilà le type d'individu que les instances européennes, à travers Fabius à l'époque, l'émissaire allemand et je crois qu'il y avait un polonais, avaient promu pour diriger, je dirais, l'Ukraine après l'éviction musclée de Yanukovych. Après la de Yanukovych, voilà. Donc, il est charmant, ce monsieur. Hein, je veux dire, c'est ça l'Ukraine démocratique post-Maïdan. Bon, je crois que ceux qui continuent de s'aveugler, il ferait peut-être bien d'ouvrir les yeux, là, et vite. Oui. Je veux dire, on va où, là parce que, bon, qu'est-ce qu'on entend par coopération? Donc, tous ceux qui travaillent, les millions d'Ukrainiens qui travaillent en Russie, on considère qu'ils coopèrent avec l'agresseur. Bon, déjà, l'agresseur, il est l'agresseur imaginaire, parce qu'il n'y a pas d'agression russe en Ukraine. Bah oui. Et donc, les millions d'Ukrainiens qui vivent et travaillent en Russie, ils font quoi quand ils reviennent voir la famille en Ukraine? On les fusille. Bah là, c'est sûr que ça va pas les encourager à revenir en Ukraine hein, maintenant. Non, hein. pas vraiment. Non, moi, j'ai même tendance à leur dire restez en Russie, surtout ne revenez pas en Ukraine. Ouais. Hein, si vous allez finir dans une prison du SBU, c'est pas une bonne idée. Et puis Ukraine, toujours sur le plan économique, même les médias ukrainiens admettent que les tarifs des charges communales en République populaire de Donetsk sont au moins 3 fois inférieurs à celles en vigueur en Ukraine. Donc ce sont des journalistes ukrainiens qui se sont plaints sur la chaîne ukrainienne Donbass TV que les tarifs sont restés en RPD au niveau de 2014, tandis qu'en Ukraine ils ont augmenté plus de 3 fois. Donc on va comparer les charges en RPD en Ukraine d'après les chiffres fournis par ces journalistes ukrainiens. Je tiens à préciser. Hein. Oui. C'est pas vraiment des pro-russes. Hein. D'accord ? Donc le gaz en République populaire de Donetsk, 1 mètre cube, c'est 1,09 grivnia. Bon, nous on compte en roubles, mais là ils ont tout aligné en grivnia. Donc, 1 mètre cube, 1,09 grivnia. En Ukraine, 1 mètre cube de gaz, c'est 6,96 grivnia. Donc 6,4 fois le tarif en RPD. Ça donne déjà le ton. Hein. Électricité, en RPD, c'est 0,29 grivnia jusqu'à 150 kW et 0,39 au-delà. En Ukraine, c'est 1,69 grivnia jusqu'à 100 kW et 0,9 au-delà de 100 kW. Donc, ça fait respectivement 5,8 fois et 2,3 fois les tarifs de la RPD, bon, avec un seuil qui est bien entendu différent. Alors, je me suis amusé à faire le calcul. Hein, pour une facture de 100 kW, ça nous fait respectivement 29 grivnia pour la RPD, 169 pour l'Ukraine. Et pour une facture de 200 kW, ça nous fait 63 grivnia pour les RPD et 259 pour l'Ukraine. D'accord. Ça fait peur, hein, quand même, le gap. Hein. C'est le grand canyon entre les deux. Hein. L'eau, c'est pareil. En RPD, 1 mètre cube d'eau est à 5,9 grivnia. En Ukraine, 1 mètre cube d'eau, c'est 15,79 grivnia, soit 2,67 fois le tarif en RPD. C'est les conséquences des exigences du FMI pour rembourser les dettes. Du FMI, c'est ça, pour rembourser toutes les dettes. Le chauffage, alors là c'est monstrueux.
Le chauffage, c'est le pire. Puisqu'en RPD, 1 gigacalorie, c'est 3,26 grivnia. En Ukraine, c'est 26,06 grivnia. Soit 8 fois le tarif de la RPD. Le chauffage coûte 8 fois plus cher en Ukraine qu'en RPD. C'est monstrueux. Voilà, donc c'est là qu'on voit la différence entre les tarifs à prix coûtant côté RPD et ceux qui ont été augmentés pour satisfaire le FMI en Ukraine. C'est ça. Et c'est là qu'on voit que c'est pas tenable pour les Ukrainiens, parce qu'avec leur niveau de salaire actuel ou de retraite, pour les retraités, c'est pas possible de payer des montants pareils, quoi. Donc, je veux dire, les exigences du FMI n'ont jamais été, ne sont pas connues pour être arrangeantes pour le peuple non, du pays visé. C'est en général du pillage pur et dur avec les conséquences sociales partout où ils catastrophiques. passent, de toute façon, ils pillent les pays et puis les gens s'appauvrissent. Partout où passe le FMI, c'est... Ouais. Alors, pendant ce temps-là, à Kiev, alors bon, c'est semi-drôle. C'est le ministère ukrainien de la Défense qui nous a fait bien rigoler en annonçant l'arrivée prochaine dans le pays d'une inspection étrangère qui devrait étudier la situation militaire et politique dans les régions de Donetsk et de Lugansk, mais aussi visiter la Crimée. Ils ont au moins cet avantage-là, c'est qu'ils ont des fantasmes. Oui, ils ont des fantasmes, voilà. Donc, ce qui a été déclaré dans ce communiqué du ministère ukrainien de la Défense, c'était que le 13 novembre, donc un groupe d'inspection internationale des États-Unis doit arriver en Ukraine, avec entre autres des représentants du Danemark et du Canada. Donc, il est prévu qu'il visite des unités militaires déployées dans la région où s'effectue la fameuse, soi-disant, opération antiterroriste, dans les régions de Donetsk et Lugansk. En outre, la partie américaine a inclus dans la région, a inclus dans l'inspection le territoire de la République autonome de Crimée. D'accord. Et ce dernier fait, d'ailleurs conclut le ministère, témoigne que les États-Unis refusent de reconnaître la Crimée comme étant un territoire russe. Bon, alors, je sais bien qu'ils doivent abuser des substances illicites, mais il suffit pas de prendre ces fantasmes pour la réalité pour que ça le devienne. C'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'a déclaré Dmitry Polonsky, le vice-premier ministre du gouvernement criméen, en disant que les officiels de Kiev avaient une imagination délirante et déballaient leurs fantasmes comme une réalité. Donc il a dit, je cite, « Je pense que c'est un autre fantasme des officiers militaires ukrainiens qui sont si grands et indépendants qu'ils ne dépendent en principe ni de leur pays ni de l'étranger. Alors quand ils commencent volontairement à gérer les territoires d'autres peuples, ça provoque en grande partie non seulement l'étonnement, mais aussi le rire. » Voilà, il a rappelé que toute inspection militaire étrangère ne peut venir en Crimée que sur invitation de la Russie. Ouais, mais ils s'embarrassent pas de ce genre de détails, c'est pas grave, c'est comme la loi sur la récupération du Donbass, ou la rupture diplomatique, sans doute qui va arriver à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, il y a un moment donné, ils ont perdu pied avec la réalité, et puis... Oui, non, mais là, complètement, là, franchement, là, ils sont dans la haute stratosphère, là, quand même, Le problème, c'est que c'est ces gens-là qui dirigent un pays, quand même. Je veux dire... Comment vous pouvez inclure dans le programme d'une visite d'inspection internationale un territoire qui vous appartient plus? Enfin, je veux dire... mais ils vont... Ils veulent pas non plus faire une... Alors, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas proposé d'inspecter la RPD et la RPL. Non, mais quitte à aller dans le délire et dans la connerie, pour aller jusqu'au bout, Ils auraient pu donner un truc assez fun sur la ligne de démarcation au moment où ils auraient essayé de franchir. Mais, là, faut arrêter, quoi. Les gars, arrêtez l'alcool frelaté, arrêtez la cocaïne, arrêtez l'héroïne, arrêtez les chocolats Rochen fourrés au cannabis de Tchernobyl et à la manite phalloïde. T'as une expression excellente, d'ailleurs. C'est des chocolats Rochen magiques. Les chocolats Rochen magiques, voilà. Les chocolats magiques. Faut arrêter, là, les gars. Bientôt, il ne vous restera plus un seul neurone en état de fonctionnement. C'est ces gens-là qui dirigent un pays et qui s'apprêtent à voter une loi qui décrète la Russie comme pays agresseur, etc.
Là, Ouais, je veux dire, ouais. il faudrait pouvoir exclure de l'ONU des pays dont les dirigeants sont mûrs pour l'asile psychiatrique. Hein. Je veux dire, Ouais, ouais. ils devraient même plus avoir le droit de vote à l'ONU, quoi. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Non mais C'est... pour qui a dû envoyer des boîtes de chocolat magique un peu tout le monde là c'est ça qui Ah, ils s'est ont pris une passé, hein. overdose, là, hein. Non, non, c'est grave. Mais le problème, c'est que c'est ces gens-là qui dirigent un pays et une armée, hein, et que c'est ces gens-là qui peuvent voilà, décider ou pas de relancer les hostilités dans le Donbass sur base d'armées imaginaires, hein, Bah oui. comme on a pu le voir, hein, vu qu'ils sont pas forcément au courant de toutes les désertions, les suicides et autres pertes hors combat. Donc ouais, c'est plutôt mauvais. Donc on a eu cette mini-escalade là pendant 24 heures. Le tir de réponse de la RPD a fait taire un peu les canons ukrainiens, hein, ça les a calmés. Ouais. Durant les 24 heures après cette réponse de la RPD, on a eu que 18 violations du cessez-le-feu. Ce qui était beaucoup moins que la veille. Mais ça va revenir. De toute façon, les tensions en Ukraine sont telles, ils sont tellement acculés qu'il y a un moment où ils vont sauter, quoi. Hein. Je pense que le pays est mûr pour l'explosion en plein vol. L'avenir du pays est suspendu au vote de cette loi et ensuite de celle qui inévitablement va faire la rupture diplomatique entre la Russie et l'Ukraine, hein. C'est-à-dire que là l'agenda futur il est indubitablement lié à ça, hein. C'est-à-dire que il faut surveiller comme le lait sur le feu la Rada pour savoir quand est-ce que les 2000 amendements auront été soit neutralisés, soit intégrés dans la loi, pour savoir à quel moment ils vont décider de lancer des opérations dans le Donbass, hein. Mais bon, pour l'instant, ça sent quand même très très mauvais. Je pense qu'on n'aura pas un hiver calme. Ah ben non. Aussi clair. bien le CCCC que les RPD et les RPL ont clairement exclu, en l'état actuel, de renégocier une nouvelle trêve. Ah oui, bah oui. Parce que ils ont déclaré que ça sert à rien, que de toute façon l'armée ukrainienne ne la respecte pas, que c'est une perte de temps, et que ça sert à rien, en gros. Donc ça c'est quand même très mauvais. C'est-à-dire déjà la dernière fois, c'était pas la RPD et la RPL qui avaient fait la démarche de demander cette trêve académique, hein. C'était l'Ukraine qui avait dû faire le premier pas. Là, on va carrément plus loin. C'est carrément, on va même pas négocier ça, quoi, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Même l'OSCE te dit que là, on est dans l'impasse complète, qu'il y a un risque de reprise de la guerre à grande échelle. Ça aussi, c'est très mauvais. Ouais. Donc, je pense qu'on n'aura pas un hiver calme. Je pense que ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'opération militaire en hiver devraient se rappeler des combats assez terribles qui ont eu lieu pendant l'hiver 2014, début 2015. Je pense entre autres à la bataille de l'aéroport, je pense à la bataille de Debaltsevo. Oui. Voilà. Je pense que c'est pas s'illusionner, vu l'état de l'Ukraine. Puis objectivement, le sponsor américain a besoin d'une déstabilisation forcenée dans le Donbass. Oui. Donc là, ils vont donner 350 millions de dollars pour aider à la défense de l'Ukraine. Bon, ils vont leur faire acheter du matériel américain. Et puis, soit les Ukrainiens vont le revendre, soit ils vont le casser ou perdre. Enfin bon, il va y avoir des trucs. Ça les aidera pas à gagner la guerre, ça c'est clair. Ça va pas arranger la situation. Donc je pense que l'Ukraine est clairement engagée, bien engagée là sur la voie de l'autodestruction. Donc il faut surveiller la situation, surveiller les déclarations entre autres de Kurt Volker, hein, le représentant américain. Oui, je crois que là, on a un émissaire qui d'une particulière perversité. Je pense que c'est ce type-là n'a pas été envoyé à Kiev pour rien, hein. Le gars a sorti récemment que tout ce qui se passe dans le Donbass, c'est de la faute de la Russie, quoi. Bon, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Je pense que voilà, les propos de ce monsieur parlent pour eux-mêmes. Non, on voit clairement que les USA ne veulent pas la paix, qu'ils cherchent à mettre de l'huile sur le feu. Et à un moment, ça finira par prendre. Donc, par contre, ça va être un déchaînement de violence, hein, parce que
Ah, ça va être un bain de sang, ça c'est clair. Voilà, on s'y attend, surtout que maintenant, la Syrie, voilà, on voit la fin du conflit. Oui, enfin, clairement. on pressent la fin du Voilà, conflit parce que voilà, effectivement la prise d'Abu Kaba l'a réglé. Enfin, voilà. on sait jamais ce qui peut se Certains trucs. passer quand même Voilà, on peut jamais ce après, qui peut se mais passer quand même, mais enfin, dans l'ensemble, s'il n'y a pas de gros rebondissements des dernières minutes, on ouais, commence à en voir enfin réellement le bout. c'est ça. Donc il faut un autre théâtre, d'opération, et donc je pense Ouais. que ce sera le Washington en a Donbass. besoin. Washington a besoin de ça pour garder la peur que suscite l'impérialisme américain, hein, auprès des autres pays. Parce que si l'armée américaine, ou en tout cas ses manigances, ne sont plus perçues par tous Ah les bah si petits ça marche pays, plus, voilà. c'est clair que c'est le géant de papier qui se fait découvrir, quoi, hein, C'est ça, qui c'est ça. donc mais de toute façon c'est ce qui va leur arriver. Donc oui, je pense on va avoir une reprise des hostilités ici. La question c'est quand. Ouais. La question c'est quand, et je pense que ce sera effectivement corrélé à ce vote de la loi sur la réintégration du Donbass. Donc situation à suivre. J'espère seulement à la semaine prochaine qu'on n'aura pas de nouvelle escalade qui se prolongerait. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'était ma crainte, hein, quand j'ai vu ce qui s'est passé dimanche soir. Mm-mm. J'ai vraiment craint qu'on soit reparti pour une semaine d'escalade, voire plus comme on avait eu en janvier-février. Bon, malheureusement, la réponse extrêmement rapide de l'armée de la RPD a calmé l'armée ukrainienne pendant quelques temps, mais là, ça reprend, hein, des niveaux de bombardement qui sont équivalents. Ouais, ça veut dire que si l'armée de la RPD, la République populaire de Donetsk, pour préciser, n'avait pas répondu, tu aurais probablement remarqué, enfin souligné même une escalade assez musclée des bombardements ukrainiens. Bien sûr, ça c'est clair que ça a joué dans le fait de calmer le jeu extrêmement brutalement. La question c'est combien de temps ça va pouvoir tenir comme ça. C'est surprise. Ouais. Donc je te dis à la semaine prochaine. Écoute, en espérant qu'on n'aura pas besoin de faire un strep exceptionnel, je croise les doigts. Non, ouais. On le dit à chaque fois presque maintenant, depuis plusieurs mois. Mais évidemment, c'est comme toute chose, hein, on n'est pas Madame Soleil. Hein, on n'est pas Madame Soleil, on ne peut pas prévoir exactement quand les choses vont se produire. On peut juste les redouter, mais c'est tout. On peut juste les redouter, on voit venir le truc, mais c'est assez imprévisible. Il y a des fois des choses qui nous paraissent très éloignées, qui arrivent brutalement, hein, oui. Comme cette escalade la dimanche soir, qui était vraiment quelque chose c'est vraiment une surprise. Donc on ne peut que surveiller. Surveiller la situation et attendre. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour le 65e SITREP. Merci Christelle, à la semaine prochaine et en espérant de ne pas se revoir avant pour ça. Ouais. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Merci Christelle, au revoir.